Il existe des nuits où le ciel semble vous parler autrement, des nuits où la lumière des étoiles ne ressemble plus simplement à des points brillants suspendus dans un vide infini, mais à des messages anciens, des murmures venus de temps si reculés que notre esprit peine à en saisir la profondeur. Ce soir est peut-être l'une de ces nuits. Ce soir, vous êtes invité à un voyage qui commence ici, dans le calme de votre chambre, dans la douceur de votre respiration, et qui s'étend jusqu'aux confins les plus lointains de ce que l'humanité a jamais osé observer. Quelque part, très loin au-delà de tout ce que nos ancêtres pouvaient imaginer, un télescope suspendu dans le froid glacial de l'espace a pointé ses miroirs dorés vers une direction apparemment ordinaire du ciel. Et ce qu'il a trouvé a provoqué un silence stupéfait dans les couloirs des plus grandes institutions scientifiques du monde. Pas un silence de peur, non, un silence de contemplation profonde. Le genre de silence qui s'installe quand quelque chose de fondamental vient d'être remis en question. Peut-être que l'univers est plus vieux que nous le croyions. Peut-être que sa naissance elle-même est plus mystérieuse que nos équations les plus sophistiquées ne l'ont jamais suggéré. Ou peut-être, et c'est là où le vertige commence vraiment, peut-être que la notion même de commencement doit être repensée depuis le début. Avant de plonger dans ce voyage, je voudrais prendre un instant pour vous voir, vous qui êtes là ce soir. Depuis quel coin du monde m'écoutez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Cela me touche profondément de savoir que vous êtes là, à Paris, à Montréal, à Dakar, à Bruxelles, ou peut-être dans une petite ville que je n'ai jamais visitée, mais dont le ciel nocturne est tout aussi magnifique. Si ce voyage vous inspire, si vous sentez déjà quelque chose de doux s'installer dans votre poitrine, laissez un commentaire pour me le dire. Et si vous souhaitez continuer ces explorations ensemble, abonnez-vous, car il y en a d'autres qui vous attendent, des voyages comme celui-ci vers les mystères les plus profonds de l'existence. Installez-vous confortablement maintenant, ajustez votre oreiller, posez votre téléphone à plat ou branchez vos écouteurs. Vous n'avez besoin de rien d'autre que votre souffle et votre imagination pour ce qui vient. Le télescope spatial. James Webb n'est pas simplement un instrument de mesure, c'est l'expression la plus accomplie du désir humain de voir au-delà, de regarder derrière le rideau du temps et de demander, avec toute la sincérité d'un enfant qui lève les yeux vers un ciel étoilé pour la première fois, que s'est-il passé avant ceci? Ce télescope, dont la construction a mobilisé des milliers d'ingénieurs, de scientifiques, de mathématiciens et de rêveurs pendant plus de 25 ans, a été lancé le 25 décembre 2021 depuis la base de Kourou en Guyane française. Il a voyagé pendant un mois entier avant d'atteindre son point d'observation, situé à environ 1 500 000 km de la Terre, dans une région de l'espace connue sous le nom de Point de Lagrange L2. C'est un endroit particulier où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil s'équilibrent parfaitement, créant une sorte de berceau cosmique stable, où le télescope peut observer l'univers sans être perturbé par les fluctuations gravitationnelles. Imaginez-vous assis dans un fauteuil parfaitement équilibré, ni trop près du feu pour être brûlé, ni trop loin pour avoir froid. C'est exactement ce que ce point de Lagrange représente pour James Webb. Ces miroirs, au nombre de 18 segments hexagonaux, en beryllium recouvert d'or, forment ensemble un miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre. L'or n'a pas été choisi par souci d'esthétique ni par symbolisme, bien que l'image soit magnifique. L'or a été choisi parce qu'il est exceptionnellement efficace pour réfléchir les longueurs d'onde infrarouges, les formes de lumière que James Webb est conçu pour capturer. Car c'est là le secret de ce télescope. Il ne voit pas comme nos yeux voient, il ne perçoit pas les éclats bleus et blancs de la lumière visible. Il perçoit la chaleur infime, les vibrations lentes de lumière qui ont voyagé si longtemps que leur énergie initiale s'est étirée, dilatée, transformée par l'expansion même de l'univers en ondes infrarouges que nos yeux humains seraient incapables de détecter. C'est comme si vous tendiez l'oreille, non pas pour entendre les mots prononcés, mais pour sentir la résonance de la voix, après que les mots eux-mêmes se sont tus. James Webb entend les échos les plus anciens du cosmos, et au milieu de ces échos, en analysant des données publiées entre 2022 et 2025, les scientifiques ont identifié quelque chose qui les a profondément déstabilisés, des galaxies. Des galaxies massives, lumineuses, structurées, qui semblent avoir existé trop tôt dans l'histoire de l'univers pour correspondre à nos modèles actuels. Des galaxies qui auraient dû prendre des milliards d'années à se former, mais qui semblent déjà pleinement développées
lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Parmi ces observations, une en particulier a capturé l'attention de la communauté scientifique mondiale avec une intensité rare. Un signal, une structure, un objet dont les caractéristiques observées semblent pointer vers une époque si reculée qu'elle précéderait, selon certaines interprétations préliminaires, le Big Bang lui-même, ou du moins ce que nous appelons le Big Bang. Mais avant de comprendre ce que cela signifie réellement et pourquoi cela est si profondément vertigineux, nous devons d'abord nous arrêter sur ce que nous savons du Big Bang, de cette naissance que nous attribuons à tout ce qui existe. L'histoire du Big Bang est elle-même une histoire humaine avant d'être une histoire cosmique. Elle commence dans les premières décennies du XXe siècle, à une époque où la physique traversait une révolution si radicale qu'elle en avait le souffle coupé. En 1915, Albert Einstein publiait sa théorie de la relativité générale, une description de la gravité non plus comme une force mystérieuse agissant à distance, mais comme une courbure géométrique de l'espace-temps lui-même. Selon cette théorie, la matière courbe l'espace autour d'elle, et cette courbure guide le mouvement des autres corps. C'est une vision du cosmos si différente de tout ce qu'on avait imaginé avant que même Einstein lui-même eût du mal à en accepter toutes les conséquences, car les équations de la relativité générale, lorsqu'on les applique à l'univers entier, ne donnent pas un univers statique, elles donnent un univers en mouvement, un univers qui se dilate ou qui se contracte. Einstein, mal à l'aise avec cette idée qui lui semblait trop bizarre même pour lui, introduisit dans ses équations un terme artificiel qu'il appela la constante cosmologique, une sorte de force antigravitationnelle qui maintiendrait l'univers stable et immobile. Il appellera plus tard cet ajustement la plus grande erreur de sa vie, car en 1927, un prêtre catholique belge du nom de Georges Lemaître, qui était aussi mathématicien et astronome brillant, publia une étude dans laquelle il proposait que l'univers était en expansion. Ces calculs, fondés sur les équations d'Einstein sans la constante cosmologique artificielle, montrèrent clairement que les galaxies devaient s'éloigner les unes des autres. 2 ans plus tard, en 1929, l'astronome américain Edwin Hubble confirma cette idée avec des données observationnelles. En mesurant la lumière de galaxies lointaines, Hubble remarqua que leur lumière était décalée vers le rouge, ce qu'on appelle le redshift, ce qui signifie qu'elles s'éloignaient de nous. Et plus elles étaient lointaines, plus elles s'éloignaient vite. C'était la preuve observationnelle directe que l'univers était en expansion. Et si l'univers s'expandait, cela voulait dire que dans le passé, tout était plus proche encore, et encore plus proche, jusqu'à un moment où tout, absolument tout, était concentré en un seul point de densité et de température infinie. Le maître appela cela l'atome primordial. D'autres l'appellèrent plus tard, parfois avec une légère ironie, le Big Bang. Cette idée du Big Bang n'a pas été acceptée immédiatement. Pendant des décennies, elle fut concurrencée par d'autres théories, notamment celle de l'état stationnaire, proposée par Fred Hoyle et ses collaborateurs, qui suggérait que l'univers avait toujours existé dans son état actuel, avec de la matière créée continuellement pour compenser son expansion. Mais en 1964, 2 ingénieurs des laboratoires Bell, Arno Penzias et Robert Wilson, firent une découverte accidentelle qui allait changer l'histoire de la cosmologie pour toujours. En testant une antenne radio pour les satellites de communication, ils détectèrent un bruit de fond uniforme qui venait de toutes les directions du ciel avec la même intensité. Quoi qu'ils fassent, ils ne pouvaient pas l'éliminer. Ils vérifièrent l'équipement, chassèrent les pigeons qui avaient fait leur nid dans l'antenne et nettoyèrent ce qu'ils appelèrent diplomatiquement un dépôt blanc diélectrique comprenait des fientes de pigeons. Mais le bruit persistait. Ce bruit était le rayonnement fossile, le fond diffus cosmologique, les derniers échos de la chaleur intense du Big Bang, refroidi pendant 13 milliards 800 millions d'années jusqu'à une température de seulement 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. C'était la preuve ultime que le Big Bang avait réellement eu lieu. Penzias et Wilson reçurent le prix Nobel de physique en 1978 pour cette découverte qu'ils avaient faite pratiquement par accident. Reposez-vous sur cette image un instant. 2 hommes qui chassent des pigeons dans une antenne radio dans le New Jersey et qui finissent là par découvrir l'écho de la naissance de l'univers. La science a ce don particulier de trouver le sublime là où on s'y attendait le moins. Laissez votre corps s'enfoncer un peu plus dans votre lit, dans votre canapé, dans votre espace de repos. Sentez le poids de votre tête soutenue doucement, confortablement,
pendant que nous continuons à voyager ensemble dans le temps. Alors, qu'est-ce que le Big Bang exactement? C'est une question qui mérite une réponse précise et honnête, car beaucoup de malentendus circulent à son sujet. Le Big Bang n'est pas une explosion au sens ordinaire du terme. Une explosion ordinaire se produit dans l'espace, un objet qui éclate en envoyant des fragments dans toutes les directions. Le Big Bang, lui, est l'expansion de l'espace lui-même. Il n'y avait pas d'espace préexistant dans lequel le Big Bang s'est produit. L'espace, le temps, la matière et l'énergie ont tous émergé ensemble dans cet événement primordial. Il n'y a pas de point central dans l'univers d'où le Big Bang a eu lieu, parce que le Big Bang a eu lieu partout simultanément. Chaque point de l'univers actuel était à ce moment originel, condensé, concentré, dans une proximité infiniment plus grande qu'aujourd'hui. L'expansion ne nous emporte pas depuis un centre vers une périphérie. L'expansion étire l'espace entre tous les points simultanément, comme si vous gonfleriez un ballon sur lequel des points auraient été dessinés. Chaque point s'éloigne de tous les autres, non pas parce qu'ils se déplacent dans l'espace, mais parce que l'espace entre eux grandit. Et le temps lui-même a commencé avec le Big Bang. Voilà peut-être la chose la plus difficile à comprendre, et pourtant la plus importante. Demander ce qui s'est passé avant le Big Bang, c'est comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. La question n'a pas de réponse, non pas parce que nous ne savons pas, mais parce que la question elle-même est mal formulée. Il n'y a pas de direction au nord du pôle Nord parce que le pôle Nord est par définition le point le plus au nord qui existe. De même, il n'y a pas de temps avant le Big Bang parce que le temps lui-même a commencé avec le Big Bang. La physique telle que nous la connaissons ne s'applique plus aux premiers instants infiniment denses et infiniment chauds de l'univers. Les lois de la physique, telles que nous les comprenons, s'effondrent au moment de ce qu'on appelle la singularité initiale. C'est une frontière au-delà de laquelle nos équations ne peuvent pas nous guider. Et c'est précisément dans cet espace d'incertitude que les découvertes de James Webb commencent à introduire des questions d'une profondeur extraordinaire. Pour comprendre ce que James Webb a trouvé et pourquoi cela perturbe nos modèles, nous devons d'abord comprendre comment les galaxies se forment. C'est un processus long, complexe et profondément beau. Dans les premiers instants après le Big Bang, l'univers était une soupe de plasma, un mélange si dense et si chaud que les photons, les particules de lumière, ne pouvaient pas voyager librement. Ils étaient continuellement absorbés et réémis, rebondissant dans toutes les directions dans une opacité totale. L'univers était alors aveugle à lui-même. Puis, environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les noyaux atomiques pour former les premiers atomes neutres, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. C'est ce moment que les physiciens appellent la recombinaison, et c'est le moment où l'univers est devenu transparent pour la première fois. Les photons ont pu enfin voyager librement, et ce sont ces photons voyageurs que Penzias et Wilson ont détectés des milliards d'années plus tard sous forme de fond diffus cosmologiques. Après la recombinaison, l'univers est entré dans une période que les astronomes appellent les âges sombres. Pendant des centaines de millions d'années, l'univers était essentiellement obscur. Il n'y avait pas encore d'étoiles, pas encore de galaxies. Il n'y avait que du gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, se refroidissant lentement et commençant à s'agglutiner sous l'effet de la gravité en minuscules variations de densité qui existèrent depuis les tout premiers instants du Big Bang. Ces variations, infimes, presque imperceptibles, étaient les graines à partir desquelles tout ce qui existe aujourd'hui allait germer. Des filaments de matière se formèrent, puis des nuages plus denses, puis les premières étoiles massives et brillantes, connues sous le nom d'étoiles de population 3, s'allumèrent en illuminant pour la première fois l'univers sombre. Ces premières étoiles étaient très différentes de notre Soleil. Elles étaient composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium, car aucun autre élément n'avait encore été fabriqué. Elles étaient aussi beaucoup plus massives et beaucoup plus brillantes, brûlant leur carburant à une vitesse folle et mourant dans des explosions cataclysmiques après seulement quelques millions d'années. C'est dans ces explosions stellaires, ces supernovas primordiales, que les premiers éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène, le fer, ont été créés et dispersés dans l'espace interstellaire. Et c'est à partir de ces éléments, mélangés au gaz vierge d'hydrogène et d'hélium, que les générations d'étoiles suivantes se sont formées, de plus en plus riches en éléments complexes, jusqu'à notre propre Soleil, une étoile de 3e génération qui porte en elle les cendres de millions d'étoiles mortes avant elle. Et avec ces étoiles, autour d'elle, dans des disques de poussière et de gaz en rotation, des planètes se sont formées. Des planètes rocheuses, des planètes gazeuses,
et quelque part sur une petite planète rocheuse à la distance parfaite de son étoile, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La matière a appris à se réfléchir elle-même. La vie est apparue. Et des milliards d'années plus tard, cette vie s'est développée au point de fabriquer un télescope, de le lancer dans l'espace et de lui ordonner de regarder aux confins du temps. Il y a dans cette histoire une boucle d'une beauté presque intolérable. L'univers s'est donné les moyens de se regarder lui-même. Mais revenons à ce que James Webb a découvert et qui remet en question une partie de cette histoire. Depuis son déploiement complet en juillet 2022, le télescope a réalisé des observations qui ont surpris, déstabilisé et fasciné la communauté scientifique. Parmi les premières données publiées figuraient des images de galaxies dites à décalage vers le rouge élevé, ce que les scientifiques appellent des galaxies à fort redshift. Le redshift, rappelons-le, est le phénomène par lequel la lumière d'objets qui s'éloignent de nous est étirée vers des longueurs d'onde plus longues, déplaçant leur spectre vers le rouge. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne vite à cause de l'expansion de l'univers, et plus son redshift est élevé. Un redshift de 1 correspond à une galaxie qui existait environ 7 milliards 800 millions d'années après le Big Bang. Un redshift de 10 correspond à une galaxie visible telle qu'elle était environ 460 millions d'années après le Big Bang. Et James Webb a observé des galaxies avec des redshifts allant jusqu'à 13, 14, voire au-delà, des objets qui existaient moins de 300 millions d'années après le Big Bang. Cela seul est déjà extraordinaire. Jamais auparavant nous n'avions pu observer des objets si proches de la naissance de l'univers. Le télescope Hubble, l'illustre prédécesseur de James Webb, avait pu observer des galaxies jusqu'à un redshift d'environ 11 ou 12, mais avec des détails limités et une certitude réduite. James Webb, avec sa sensibilité infrarouge et ses miroirs d'une précision sans précédent, peut observer ces objets primordiaux avec une clarté que personne n'aurait osé espérer il y a encore 10 ans. Mais le problème qui a commencé à émerger dans les données et qui a semé le trouble dans les équipes de cosmologistes du monde entier n'est pas simplement que ces galaxies existent si tôt. C'est qu'elles sont trop grandes, trop massives, trop structurées pour correspondre à ce que nos modèles prédisaient. Selon le modèle cosmologique standard, connu sous l'acronyme lambda-CDM, qui signifie modèle lambda avec matière noire froide, les galaxies se forment progressivement par accumulation et fusion de structures plus petites. Ce processus prend du temps, beaucoup de temps. Les premières galaxies devaient être petites, irrégulières, peu massives, et s'assembler lentement en structures plus grandes au fil de milliards d'années. Les galaxies géantes comme notre Voie lactée, avec ses 200 à 400 milliards d'étoiles, devaient être le résultat d'un processus de construction graduelle s'étendant sur plusieurs milliards d'années. C'est ce que nos simulations informatiques les plus sophistiquées, fonctionnant sur les supercalculateurs les plus puissants du monde, ont toujours prédit. Et c'est là que les observations de James Webb ont créé ce que les cosmologistes appellent, avec une franchise désarmante, une crise. Des galaxies observées par James Webb à des redshifts entre 7 et 10, correspondant à une époque entre 300 et 600 millions d'années après le Big Bang, présentent des masses stellaires qui dépassent parfois les 100 milliards de masses solaires. C'est autant que des galaxies matures comme la Voie lactée, mais dans un univers qui n'était qu'une infime fraction de son âge actuel. Comment est-ce possible? Comment ces galaxies ont-elles pu accumuler autant de matière et former autant d'étoiles en si peu de temps? Certains astronomes ont utilisé une expression frappante pour décrire ces objets. Ils ont dit que ces galaxies ressemblent à des adultes dans une garderie d'enfants. L'univers primordial devait être peuplé de nourrissons galactiques, mais James Webb y trouve des géants déjà formés, déjà robustes, déjà capables d'une complexité que nos théories réservaient à un univers beaucoup plus âgé. Parmi les résultats les plus marquants publiés par les équipes scientifiques travaillant avec les données de James Webb entre 2022 et 2025, l'un a particulièrement retenu l'attention. Une équipe dirigée par Ivo Labbé de l'Université Swinburne en Australie a publié en 2023 dans la revue Nature une analyse d'un groupe de 6 galaxies candidates à fort redshift, détectées par James Webb dans le champ CERS, qui est l'acronyme pour Cosmic Evolution Early Release Science Survey. Ces galaxies présentèrent des masses stellaires estimées entre 10 milliards et 100 milliards de masses solaires, et leur redshift photométrique suggérait qu'elles existaient entre 300 et 500 millions d'années après le Big Bang.
La quantité de masse stellaire concentrée dans ces objets à cette époque si précoce était si improbable selon le modèle lambda, CDM, que l'équipe a calculé qu'il faudrait que ces galaxies aient converti presque 100% du gaz cosmique disponible à leur époque en étoiles, ce qui est physiquement quasi impossible selon ce que nous comprenons de la formation stellaire. Même les régions de formation stellaire les plus actives que nous connaissons convertissent rarement plus de quelques pourcents du gaz disponible en étoiles. Ces observations ont déclenché un débat intense dans la communauté scientifique. Certains chercheurs ont immédiatement proposé que les mesures photométriques, qui estiment le redshift en analysant la distribution des couleurs de la lumière d'une galaxie sans mesurer directement son spectre, pourraient être entachées d'erreurs. Les redshifts spectroscopiques, qui mesurent directement les lignes spectrales dans la lumière des galaxies, sont beaucoup plus fiables, mais aussi beaucoup plus difficiles à obtenir pour des objets si faibles et si lointains. Au fil des mois suivants, plusieurs redshifts spectroscopiques ont été obtenus par James Webb lui-même, grâce à son spectrographe infrarouge proche. Et ils ont dans plusieurs cas confirmé les redshifts élevés qui avaient été estimés photométriquement. Pas dans tous les cas, certes, et certaines galaxies candidates se sont révélées être à des distances moins extrêmes que prévues. Mais d'autres ont tenu bon, et leur existence à des redshifts de 7, 8, 9, 10 est désormais solidement établie. L'objet le plus extraordinaire et le plus discuté dans ce contexte est peut-être ce qu'on appelle dans les discussions scientifiques une galaxie candidate à ultra-haut redshift. Sans entrer dans les désignations techniques complexes qui ressemblent à des séquences de code informatique, imaginez ceci. Un objet dont les caractéristiques spectrales, lorsqu'elles sont analysées, suggèrent un redshift possiblement supérieur à 20, ce qui correspondrait à une époque inférieure à 150 millions d'années après le Big Bang. Et dans des cas encore plus extrêmes, certaines équipes ont discuté d'objets dont les propriétés observées semblent défier toute explication dans le cadre du Big Bang standard, conduisant certains chercheurs à évoquer la possibilité que nous observions des vestiges d'une époque précédant ce que nous appelons le Big Bang. Ce mot, précédent, mérite qu'on s'y arrête longuement, car il contient une profondeur philosophique et scientifique qui peut littéralement redessiner notre conception de la réalité. Pour qu'un objet soit plus ancien que le Big Bang, il faut soit que le Big Bang ne soit pas le commencement absolu que nous pensions, soit que notre compréhension de ce qu'est le Big Bang soit incomplète, soit que notre interprétation des observations soit erronée. Ces trois possibilités sont toutes sérieusement explorées aujourd'hui par des scientifiques de premier plan, et chacune d'elles est, à sa façon, profondément fascinante. Commençons par la troisième possibilité, la plus sobre, la plus scientifiquement conservatrice. Les observations pourraient être mal interprétées. Ce n'est pas une accusation contre les scientifiques impliqués, dont la rigueur et le professionnalisme ne sont pas en doute. C'est simplement la reconnaissance honnête que l'astronomie observationnelle à des distances aussi extrêmes est un exercice d'une difficulté technique colossale. Quand nous observons une galaxie à redshift 10, nous regardons une lumière qui a voyagé pendant 13 300 millions d'années. Cette lumière, au moment où elle a été émise, avait des longueurs d'onde dans le domaine de l'ultraviolet visible. En voyageant à travers l'expansion de l'univers pendant tout ce temps, ces longueurs d'onde ont été étirées jusqu'au domaine infrarouge proche, là exactement où James Webb excelle à observer. Mais analyser la quantité de masse stellaire d'une galaxie à cette distance requiert des modèles complexes de la façon dont les étoiles émettent de la lumière, de la façon dont la poussière absorbe et réémet cette lumière, de la façon dont les différentes populations d'étoiles contribuent à la luminosité globale. Tous ces modèles contiennent des incertitudes, des hypothèses, des simplifications. Et dans certains cas, ces incertitudes pourraient expliquer une partie de l'excès de masse observé, mais pas tout. Et c'est là le cœur du problème. Même en adoptant les hypothèses les plus conservatrices, même en supposant que les estimations de masse contiennent des erreurs systématiques substantielles, il reste un excès inexplicable de galaxies massives dans l'univers primitif. Les simulations les plus récentes, notamment la simulation Illustris TNG et la simulation Eagle, toutes deux parmi les plus sophistiquées jamais réalisées, prédisent systématiquement moins de galaxies massives à ces redshifts élevés que ce que James Webb observe. La discordance n'est pas marginale. Elle est, dans certains cas, d'un facteur 5 à 10 fois plus de galaxies massives que prévu. En cosmologie, une discordance d'un facteur 5 n'est pas un ajustement de paramètres. C'est un signal qu'une partie du cadre théorique lui-même doit être revue.
La deuxième possibilité est que notre modèle de formation des galaxies est correct dans ses grandes lignes, mais qu'il manque des mécanismes physiques importants qui permettraient une formation stellaire beaucoup plus rapide dans l'univers primitif. C'est peut-être la voie de résolution la plus économique en termes d'implications théoriques. Certains chercheurs proposent que les premières galaxies aient bénéficié de mécanismes de refroidissement du gaz beaucoup plus efficaces que ce que nos modèles supposent, permettant une condensation plus rapide du gaz interstellaire en étoiles. D'autres proposent que les premières étoiles, les mystérieuses étoiles de population 3 dont nous n'avons jamais directement observé aucun exemple, étaient encore plus massives et formées encore plus rapidement que les estimations actuelles. D'autres encore explorent pas mal la possibilité que des trous noirs supermassifs aient joué un rôle catalyseur dans la formation stellaire à ces époques précoces, une idée qui soulève ses propres questions fascinantes sur l'origine de ces trous noirs colossaux. Car voilà un autre mystère que James Webb a accentué plutôt que résolu. Au cœur de la plupart des galaxies massives, y compris la nôtre, se trouvent dans des trous noirs supermassifs, dont la masse peut atteindre des milliards de masses solaires. Notre propre Voie lactée abrite Sagittarius, A étoile, un trou noir d'environ 4 millions de masses couronnes solaires, dont l'existence a été confirmée par les observations directes de l'équipe du Event Horizon Telescope qui a publié la première image d'un trou noir, celui de la galaxie M87 en 2019. Mais comment ces trous noirs supermassifs se sont-ils formés si tôt dans l'histoire de l'univers? Les mécanismes habituellement invoqués, comme l'effondrement de grandes étoiles et la fusion progressive de trous noirs de masse stellaire, requièrent des milliards d'années. Et pourtant, des quasars, qui sont des noyaux galactiques actifs alimentés par des trous noirs supermassifs engloutissant de la matière, ont été détectés à des redshifts supérieurs à 7, correspondant à moins de 700 millions d'années après le Big Bang. James Webb a observé des quasars à des redshifts encore plus élevés. Ces trous noirs n'auraient même pas eu le temps de se former de la façon dont nos théories le prévoient. Fermez les yeux un instant si vous le souhaitez. Imaginez un trou noir si massif, si dense, que toute la lumière qui passe à moins d'un certain rayon de lui est irrémédiablement capturée, engloutie dans une obscurité absolue d'où rien ne peut s'échapper. Et imaginez cet objet existant dans un univers qui n'avait que quelques centaines de millions d'années, un univers encore dans sa prime jeunesse cosmique, un univers où les étoiles commençaient à peine à s'allumer pour la première fois. Il y a quelque chose de profondément troublant et de magnifiquement mystérieux dans cette image. Un monstre dans le berceau de l'univers, une densité extrême au milieu de la fraîcheur primordiale. Certains chercheurs ont proposé une solution audacieuse à ce problème des trous noirs supermassifs précoces. Ils suggèrent que certains trous noirs ne se sont pas formés à partir d'étoiles, mais directement à partir d'un effondrement gravitationnel de nuages de gaz primordiaux d'une masse équivalente à des dizaines de milliers, voire des millions de masses solaires. Ces objets hypothétiques sont appelés des trous noirs de formation directe ou des trous noirs des premiers âges. Si de tels objets ont existé, ils auraient pu croître rapidement en engloutissant le gaz dense environnant et donner naissance aux trous noirs supermassifs que James Webb observe dans les premières galaxies. Cette idée est séduisante, mais elle requiert à son tour des conditions très particulières dans l'univers primitif, notamment une absence de refroidissement moléculaire du gaz pour empêcher sa fragmentation en étoiles individuelles. Le refroidissement par les molécules d'hydrogène moléculaire permettrait normalement au gaz de se fragmenter en milliers de petites étoiles plutôt que de s'effondrer en un seul objet massif. Et c'est là que nous touchons à la troisième possibilité, la plus radicale et la plus philosophiquement vertigineuse. Et si le Big Bang n'était pas le commencement absolu, et si notre univers avait une histoire avant cet événement? C'est une question que la physique moderne prend très sérieusement, même si elle reste encore largement dans le domaine de la spéculation théorique. Plusieurs cadres théoriques ont été développés pour explorer cette possibilité, et ils forment ensemble un paysage intellectuel d'une richesse extraordinaire. Le premier de ces cadres est la théorie de l'inflation cosmique. Proposée initialement par le physicien Alan Guth en 1981 et développée ensuite par Andrei Linde, Paul Steinhard, Alexei Starobinsky et de nombreux autres, l'inflation suggère que l'univers a connu, dans les premiers instants infinitésimaux après le Big Bang, une phase d'expansion extrêmement rapide, presque instantanée à notre échelle de temps,
pendant laquelle l'espace s'est dilaté d'un facteur de 10 puissance 26 ou plus en une fraction de seconde infinitésimale. Cette expansion explosive aurait lissé les irrégularités initiales de l'univers, expliquant pourquoi le fond diffus cosmologique est si homogène dans toutes les directions, et aurait amplifié de minuscules fluctuations quantiques en les structurant cosmiquement, fournissant les graines des structures galactiques que nous observons aujourd'hui. L'inflation est maintenant considérée comme une partie essentielle du modèle cosmologique standard, mais elle soulève une question extraordinaire. Si l'inflation peut s'arrêter à un endroit pour créer un univers comme le nôtre, peut-elle se poursuivre indéfiniment ailleurs? Cette idée, connue sous le nom d'inflation éternelle, développée principalement par Andrei Linde, suggère que l'espace inflationnaire est une réalité permanente qui produit continuellement des bulles d'univers, chacune commençant son propre Big Bang, sa propre expansion post-inflationnaire, son propre ensemble de lois physiques et de constantes. Dans ce cadre, notre Big Bang n'est pas le commencement de tout, c'est simplement l'entrée de notre bulle particulière dans son histoire post-inflationnaire. Avant notre Big Bang, dans ce sens, il y avait l'espace inflationnaire lui-même, une réalité physique d'une nature radicalement différente de tout ce que nos lois physiques actuelles peuvent décrire. Le deuxième cadre théorique est encore plus radical. Il s'agit de la cosmologie cyclique conforme, développée principalement par le mathématicien et physicien britannique Roger Penrose, qui reçut le prix Nobel de physique en 2020 pour ses travaux sur les trous noirs. Penrose, dont l'esprit est réputé pour une originalité et une profondeur peu communes même dans le monde de la physique théorique, propose quelque chose de vertigineux. Il suggère que notre univers est l'un d'une séquence infinie d'univers, appelée éons cosmiques. À la fin de chaque éon, lorsque l'univers est devenu si vaste et si froid que toute matière massive a été détruite et que seuls des photons et d'autres particules sans masse subsistent, l'univers atteint un état qui, selon Penrose, est mathématiquement conforme à l'état de densité extrême du Big Bang. En termes simples, l'univers dans sa vieillesse extrême ressemble, dans une certaine structure mathématique profonde, à l'univers dans sa jeunesse extrême. Et dans cette équivalence conforme, la fin d'un éon devient le début du suivant. Notre Big Bang serait la continuation d'un univers précédent, et notre propre destinée ultime serait de devenir le Big Bang d'un univers futur. Penrose a même proposé que des traces de l'éon précédent devraient être visibles dans le fond diffus cosmologique sous la forme de cercles de faibles variations de température, laissés par les ondes de gravitation émises par les fusions de trous noirs supermassifs à la fin de l'éon précédent. Plusieurs équipes ont cherché ces cercles dans les données des satellites WMAP et Planck, qui ont cartographié le fond diffus cosmologique avec une précision extraordinaire. Les résultats sont débattus. Certains chercheurs pensent avoir trouvé des signatures compatibles avec les prédictions de Penrose, d'autres pensent que ces signatures sont des artefacts statistiques. Le débat n'est pas tranché, et cette incertitude elle-même est magnifique. Elle signifie que la question reste ouverte, que l'univers garde encore ses secrets les plus profonds. Un troisième cadre théorique est celui de l'univers rebondissant, ou Big Bounce en anglais. Dans ce modèle, notre univers aurait émergé non pas d'une singularité initiale de densité infinie, mais d'un univers précédent en contraction qui, au lieu de se contracter jusqu'à un point de densité infinie, aurait rebondi sous l'effet de forces répulsives quantiques pour initier une nouvelle phase d'expansion. Ce modèle est développé dans le cadre de la cosmologie quantique à boucle, une théorie qui tente d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale. Dans la cosmologie quantique à boucle, l'espace-temps lui-même est quantifié, c'est-à-dire constitué de minuscules éléments discrets de volume minimum. Quand un univers se contracte jusqu'à ses volumes minimaux quantiques, la répulsion quantique stoppe la contraction et la transforme en expansion. Dans ce scénario, il y aurait une histoire avant notre Big Bang, une histoire d'un univers contractant, lui-même peut-être issu d'un Big Bounce précédent, dans une série potentiellement infinie de rebonds cosmiques. Voilà ce qui rend les observations de James Webb si profondément importantes dans ce contexte théorique. Si les données de James Webb suggèrent l'existence de structures plus massives et plus développées que nos modèles actuels ne le permettent dans l'univers primordial, cela peut signifier que l'univers avait déjà une histoire avant notre Big Bang, qui a laissé ses traces sous forme d'inhomogénéité, de concentration de matière ou d'énergie que notre modèle standard ne prédit pas. Ce ne serait pas tant que James Webb a trouvé un objet plus vieux que le Big Bang au sens littéral, mais que les structures observées par James Webb
suggèrent que nos conditions initiales cosmiques étaient différentes, plus complexes, plus riches qu'un simple état homogène post-inflationnaire. Et cela ouvre la porte à l'idée que ces conditions initiales complexes ont elles-mêmes une origine, une histoire, dans une époque que nous ne pouvons pas encore décrire avec nos théories actuelles. Il est important ici d'être précis et honnête sur ce que la science a réellement établi et ce qui reste dans le domaine de l'hypothèse. Ce que James Webb a fermement établi, c'est que l'univers primitif contenait plus de galaxies massives que ce que nos modèles prédisaient. C'est un fait observationnel solide, confirmé par de multiples observations indépendantes et par des mesures spectroscopiques directes dans de nombreux cas. Ce que cela signifie en termes de physique fondamentale est encore en cours d'élaboration. Les scientifiques y sont en train de construire de nouveaux modèles, de raffiner leurs simulations, de reconsidérer leurs hypothèses. Certaines explications seront relativement conservatrices, impliquant simplement des ajustements dans notre compréhension de la formation stellaire ou de l'efficacité de la conversion du gaz en étoile. D'autres explications seront plus radicales, impliquant peut-être une physique nouvelle, une compréhension élargie de la matière noire ou des modifications de notre conception même du Big Bang. La matière noire mérite qu'on s'y arrête longuement, car elle est à la fois centrale à notre compréhension de la formation des galaxies et elle-même l'un des mystères les plus profonds de la physique contemporaine. Nous l'appelons matière noire parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Elle n'émet pas de lumière, elle n'absorbe pas de lumière, elle ne réfléchit pas de lumière. Elle est invisible dans toutes les longueurs d'onde que nous pouvons observer, et pourtant, nous savons qu'elle existe parce que nous pouvons mesurer ses effets gravitationnels. La première indication sérieuse de l'existence de matière noire est venue de l'astronome suisse Fritz Zwicky, qui, dans les années 1930, remarqua que les galaxies dans l'amas de Coma se déplaçaient bien trop vite pour que la gravité de la matière visible puisse les maintenir ensemble. Il devait y avoir plus de masse que ce qu'on pouvait voir. Cette observation fut longtemps ignorée ou minimisée jusqu'aux travaux de Vera Rubin et Kent Ford dans les années 70, qui montrèrent que les étoiles dans les galaxies de spirale comme notre Voie lactée ne ralentissaient pas à mesure qu'on s'éloignait du centre, comme elles auraient dû le faire si toute la masse était concentrée au centre. Elles maintenaient au contraire une vitesse à peu près constante, ce qui ne pouvait s'expliquer que si chaque galaxie était enveloppée dans un halo de matière invisible, de matière noire, plusieurs fois plus massive que la matière visible. Aujourd'hui, les mesures les plus précises suggèrent que la matière noire représente environ 27% de l'énergie-matière totale de l'univers, tandis que la matière ordinaire, celle dont nous sommes faits, celle dont les étoiles, les planètes et tout ce que nous pouvons voir sont faits, ne représente que 5% environ. Les 68% restants constituent ce qu'on appelle l'énergie sombre, une entité encore plus mystérieuse dont nous ne savons pour ainsi dire rien, sauf qu'elle est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, découverte en 1998 par les équipes de Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess, qui reçurent le prix Nobel pour cela en 2011. Reposons-nous dans cette image. L'univers tel que nous le connaissons directement, les étoiles, les planètes, le gaz, la poussière, nous-mêmes, ne représentent que 5% de ce qui existe. Nous sommes une infime écume à la surface d'un océan dont nous ne pouvons pas voir les profondeurs. La majeure partie de la réalité nous échappe entièrement, non pas parce que nous ne l'avons pas encore trouvée, mais parce qu'elle est de nature fondamentalement différente de tout ce que nous pouvons observer directement. Il y a dans cette constatation une humilité profonde, qui n'est pas écrasante, mais libératrice. Nous ne comprenons pas l'univers, et dans cette incompréhension se cache l'espace infini de la découverte. Laissez cette pensée vous accompagner un instant. Fermez les yeux si vous le voulez. Sentez la légèreté de ne pas tout savoir. Sentez la beauté de l'inconnu. Votre corps se relaxe peut-être un peu plus. Votre respiration est plus profonde. C'est cela, le repos que l'émerveillement peut procurer quand on lui permet de remplacer l'anxiété par la curiosité. Dans le contexte de la matière noire, les galaxies massives détectées par James Webb, à des redshifts élevés, soulèvent une question importante. Si ces galaxies sont anormalement massives pour leur époque, cela signifie-t-il que leur halo de matière noire était également anormalement massif et anormalement concentré pour cette époque précoce? Et si tel est le cas, cela implique-t-il quelque chose sur la nature de la matière noire elle-même? Dans le modèle lambda CDM standard, la matière noire est supposée être froide, c'est-à-dire composée de particules massives qui se déplacent lentement,
Ce modèle, bien qu'il fonctionne remarquablement bien à grande échelle pour reproduire la structure de l'univers, rencontre certaines difficultés aux petites échelles. Les observations de James Webb pourraient soit confirmer ces difficultés, soit pointer vers une modification de notre compréhension de la matière noire. Certains théoriciens explorent l'idée d'une matière noire chaude ou d'une matière noire floue, une forme de matière noire composée de particules ultra-légères avec des propriétés ondulatoires quantiques à grande échelle. Cette dernière idée, développée dans le cadre de la matière noire axionique ou de la matière noire ultra-légère, prédit des halos de matière noire avec des structures différentes à petite échelle, ce qui pourrait influencer la formation des premières galaxies d'une façon différente de ce que prédit la matière noire froide standard. Nous sommes plongés dans le cœur même de l'inconnu, et c'est un endroit merveilleux où se trouver. Parce que l'inconnu en science n'est pas une absence de savoir à déplorer. C'est un horizon à approcher avec la même patience et la même confiance que vous approchez le sommeil cette nuit. Vous ne forcez pas le sommeil, vous lui créez les conditions et vous lui faites confiance pour venir. La science fonctionne de la même façon. Elle crée les conditions, elle pose les instruments, elle formule les questions et elle fait confiance au processus pour révéler des réponses, même si ces réponses prennent des décennies à émerger. La question de l'énergie sombre mérite également d'être approfondie, car elle est intimement liée à la question de l'âge et de la nature de l'univers. L'énergie sombre est le terme générique que nous utilisons pour désigner ce qui cause l'accélération de l'expansion de l'univers. Elle est mathématiquement représentée par la constante cosmologique dans les équations d'Einstein, cette même constante qu'Einstein avait introduite à tort pour stabiliser l'univers et qu'il avait ensuite abandonnée. Par une ironie magnifique de l'histoire de la science, la constante cosmologique qu'Einstein avait introduite pour les mauvaises raisons s'est révélée avoir une réalité physique pour des raisons entièrement différentes. Ce n'est pas une force stabilisatrice, mais une énergie du vide, une énergie inhérente à l'espace lui-même, qui pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres à une vitesse croissante. Si l'univers s'expand de plus en plus vite, quelle sera sa destinée ultime ? C'est une question que la cosmologie a sérieusement explorée, et les réponses sont à la fois sombres et d'une certaine façon apaisantes. Dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil, qui est une étoile de mi-vie, aura épuisé son hydrogène central. Il se dilatera en une géante rouge, engloutissant peut-être la Terre, ou du moins la rendant inhabitable, avant de se contracter en une naine blanche, une cendre stellaire dense et chaude qui refroidira lentement pendant des trillions d'années. Dans environ 4 milliards d'années, notre galaxie, la Voie lactée, va entrer en collision et fusionner avec notre galaxie voisine, Andromède. Cette collision ne sera pas catastrophique au sens où nous pourrions l'imaginer, car les étoiles sont si espacées les unes des autres que les probabilités de collision stellaire directe sont infimes. Mais les structures des deux galaxies seront profondément perturbées, leurs gaz seront comprimés, déclenchant de nouvelles vagues de formation stellaire, et la galaxie résultante, parfois appelée Milkomeda par les astronomes, sera une galaxie elliptique massive différente de ce que sont aujourd'hui la Voie lactée et Andromède. Sur des échelles de temps encore plus longues, dans des trillions d'années, l'expansion accélérée de l'univers finira par emporter toutes les galaxies au-delà de nos horizons cosmiques visibles. Les galaxies lointaines s'éloigneront si vite qu'elles disparaîtront derrière un horizon cosmique, hors de portée de notre lumière et de notre observation. Des civilisations hypothétiques qui existeraient dans ces futurs lointains ne pourraient même pas savoir que d'autres galaxies existent, parce que toute preuve de leur existence aurait disparu au-delà de l'horizon. C'est une pensée étrangement mélancolique. Les futurs astronomes de notre galaxie, s'il en existe, pourraient être privés de la plus grande partie des preuves observationnelles sur lesquelles notre cosmologie actuelle est fondée. Ils commenceraient avec un univers qui semble vide et statique, sans aucun moyen de deviner son histoire riche et expansive. Puis, dans des échelles de temps qui dépassent tout ce que le cerveau humain peut visualiser confortablement, des échelles de 10, puissance 100 ans ou plus. Si le proton est instable, comme certaines théories de grande unification le suggèrent, toute la matière ordinaire se désintégrerait lentement. Les étoiles, les planètes, les naines blanches, les neutroninos, tout se décomposerait en leurs constituants fondamentaux. Les trous noirs, qui sont les objets les plus durables de l'univers, s'évaporeraient lentement par un processus appelé rayonnement de Hawking, découvert théoriquement par Stephen Hawking en 1974. Ce processus est incroyablement lent pour les grands trous noirs.
Un trou noir de la masse du Soleil prendrait environ 2 fois 10 puissance 67 ans pour s'évaporer entièrement, ce qui est des milliards de fois plus long que l'âge actuel de l'univers. Mais les trous noirs supermassifs au centre des galaxies prendraient encore incomparablement plus longtemps, des durées si vastes que les mots et les chiffres qui tenteraient de les exprimer perdraient tout sens intuitif. Et après l'évaporation du dernier trou noir, il ne resterait que des photons de basse énergie, des électrons, des positrons, des neutrinos et peut-être les constituants de la matière noire, de moins en moins énergétique, se propageant dans un espace de plus en plus froid et de plus en plus vide. C'est ce que les physiciens appellent la mort thermique de l'univers, ou le Big Freeze, lorsque tout système atteint l'équilibre thermique maximal et qu'aucun travail mécanique, chimique ou autre ne peut plus être effectué. L'univers se stabilise dans un état d'entropie maximale, froid, sombre, silencieux. C'est une fin qui a quelque chose de profondément zen si on l'accepte sereinement. L'univers ayant fait tout ce qu'il avait à faire, toutes ses transformations, toutes ses créations, toutes ses destructions, s'installent dans un repos absolu. Mais voilà où les théories de l'univers cyclique, celles de Roger Penrose et d'autres, réintroduisent une poésie troublante. Si l'état final de l'univers en mort thermique est, d'une certaine façon, mathématiquement équivalent à l'état initial d'un nouveau Big Bang, alors cette mort n'est pas une fin, mais une transformation, un passage, une porte vers un nouveau commencement qui nous est fondamentalement inaccessible de là où nous nous trouvons, mais qui existe néanmoins dans une structure mathématique profonde et cohérente. Il y a quelque chose d'anciennement humain dans cette idée. Dans toutes les cultures, dans toutes les traditions de pensée, l'humanité a cherché des récits de cycles, de renouveau, de mort et de renaissance. Et voilà que la physique la plus sophistiquée du monde, dans sa froideur équationnelle, touche à ces mêmes intuitions profondes. Les récentes tensions dans la cosmologie ne se limitent pas aux galaxies massives de l'univers primitif. Il y a une autre discordance, peut-être plus sérieuse encore, que les cosmologistes appellent la tension de Hubble. La constante de Hubble est la mesure de la vitesse à laquelle l'univers s'expand. Elle exprime la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent de nous en fonction de leur distance. Une constante de Hubble de 70 km/s par mégaparsec signifie que deux galaxies séparées par un mégaparsec, ce qui représente environ 3,26 millions d'années-lumière, s'éloignent l'une de l'autre à 70 km/s. Cette constante a été mesurée de deux façons principales. D'un côté, en analysant le fond diffus cosmologique et la structure à grande échelle de l'univers, une méthode qui donne une valeur d'environ 67 à 68 km/s par mégaparsec. De l'autre côté, en observant localement des objets astronomiques dont les distances peuvent être mesurées directement, comme les céphéides, des étoiles variables dont la période de pulsation est directement liée à leur luminosité, et les supernovas de type 1A. Cette méthode locale donne systématiquement une valeur plus élevée, autour de 73 km/s par mégaparsec. La différence entre ces deux mesures peut sembler petite, mais les incertitudes statistiques de chaque mesure sont maintenant si réduites que la discordance représente une déviation de 4 à 5 sigma, c'est-à-dire une probabilité inférieure à 1 sur 100 000 que la différence soit due au hasard. En d'autres termes, cette tension de Hubble est réelle, elle n'est pas un artefact statistique, et elle signifie soit que nos mesures du fond diffus cosmologique sont biaisées d'une façon que nous ne comprenons pas, soit que nos mesures locales de distance sont biaisées, soit que le modèle cosmologique lui-même est incomplet et qu'il existe une physique nouvelle qui affecte l'expansion de l'univers à différentes époques de son histoire. James Webb a apporté des données précieuses dans ce débat, notamment en confirmant et raffinant les mesures des céphéides faites par Hubble. Les observations de James Webb ont en général soutenu les mesures locales élevées de la constante de Hubble plutôt que les mesures basées sur le fond diffus cosmologique. Mais elles n'ont pas résolu la tension. Elles ont plutôt consolidé sa réalité, forçant les cosmologistes à prendre encore plus sérieusement la possibilité que quelque chose manque dans notre modèle cosmologique standard. Ce quelque chose pourrait être lié à la nature de l'énergie sombre. Le modèle standard suppose que l'énergie sombre est une constante, c'est-à-dire que sa densité d'énergie ne change pas avec le temps. Mais, et si elle changeait, et si l'énergie sombre était en réalité un champ dynamique, qu'on appelle parfois quintessence, dont la densité évolue au fil du temps cosmique?
Une énergie sombre dynamique qui était plus forte dans le passé ou différente dans sa structure pourrait en principe expliquer certaines des tensions observées. Des données récentes provenant de relevés de galaxies et de supernovas, notamment celles du relevé Dark Energy Spectroscopic Instrument, ont commencé à donner des indications que l'énergie sombre pourrait ne pas être strictement constante. Ce n'est encore qu'une indication préliminaire, pas une preuve définitive, mais c'est le genre de signal qui fait battre le cœur des cosmologistes. Permettez-moi de vous transporter maintenant, avec toute la douceur de ce voyage nocturne, vers l'un des aspects les plus viscéralement fascinants de ce que James Webb a révélé sur l'univers primitif. Je veux vous parler des premières étoiles. Ces étoiles de population 3 dont nous avons brièvement mentionné l'existence, que personne n'a jamais directement observées, que nos modèles prédisent et que James Webb cherche activement à détecter. Imaginez-vous dans l'univers tel qu'il était quelques dizaines de millions d'années après le Big Bang. L'obscurité est totale, il n'y a pas encore d'étoiles. L'espace est rempli de gaz, principalement d'hydrogène, avec une fraction d'hélium, se refroidissant lentement, tombant dans des puits de potentiel gravitationnel creusés par la matière noire. Le silence est absolu. Pas de lumière, pas de son, pas de chaleur rayonnante, autre que le pâle rayonnement fossile qui s'est considérablement refroidi depuis l'époque lumineuse du plasma primordial. Puis, dans une région légèrement plus dense que la moyenne, le gaz commence à tomber plus vite vers le centre du nuage. Sa température monte à mesure qu'il se comprime. 100 degrés, 1000 degrés, 10 000 degrés. La pression augmente. Et soudain, dans une fraction de seconde à l'échelle cosmique, la densité et la température au cœur du nuage en effondrement atteignent le seuil critique de la fusion nucléaire. Des noyaux d'hydrogène commencent à fusionner pour former des noyaux d'hélium. De l'énergie est libérée. Une lumière s'allume pour la première fois dans l'univers. La première étoile est née. Un signal lumineux d'une importance cosmique incommensurable perce l'obscurité primordiale et commence à ioniser le gaz environnant. Ces premières étoiles, selon nos meilleures estimations théoriques, étaient probablement des géantes, peut-être 100, 200, même 1000 fois la masse du Soleil. Des monstres stellaires dont la luminosité dépassait celle du Soleil d'un facteur 1 million ou plus. Elles brûlaient si intensément leur carburant d'hydrogène qu'elles ne pouvaient pas durer longtemps. En quelques millions d'années, moins d'un millième de l'âge actuel de l'univers, elles avaient épuisé leur hydrogène central, fusionné de l'hélium en carbone et en oxygène, puis progressé à travers une cascade de fusion nucléaire de plus en plus lourde jusqu'au fer. Et le fer, avec sa configuration nucléaire particulièrement stable, ne peut pas libérer d'énergie par fusion. C'est une impasse nucléaire. Le cœur de l'étoile s'effondre catastrophiquement en quelques fractions de seconde dans une explosion d'une violence inimaginable, une hypernova ou une supernova de type 2. Dans cet effondrement et cette explosion, tous les éléments lourds que la fusion stellaire avait fabriqués, carbone, oxygène, néon, magnésium, silicium, fer, et dans l'explosion elle-même des éléments encore plus lourds comme le nickel, le cobalt, certains éléments de la table périodique jusqu'à l'uranium sont dispersés dans l'espace interstellaire. Ce sont ces cendres stellaires qui ont enrichi le gaz primordial, le préparant pour la formation des étoiles de population 2, puis de population 1, auxquelles appartient notre Soleil. En ce sens, nous sommes littéralement faits des restes d'étoiles mortes. Le calcium dans nos os, le fer dans notre sang, l'oxygène dans notre respiration, le carbone dans nos molécules d'ADN. Tout cela a été forgé dans le cœur d'étoiles qui sont mortes avant même que notre Soleil ne commence à briller. L'astrophysicien Carl Sagan l'a exprimé avec une élégance inoubliable dans sa série Cosmos, en disant que nous sommes de la matière d'étoiles. Et cette vérité scientifique porte en elle une beauté qui n'est en rien diminuée par sa précision technique. James Webb a cherché ses premières étoiles de population 3, avec une intensité particulière. Il n'a pas encore trouvé d'exemple certain et isolé, car ces étoiles individuelles seraient trop peu lumineuses pour être visibles à des milliards d'années-lumière, même avec sa sensibilité extraordinaire. Mais il y a des candidats, des galaxies très lointaines dont les spectres montrent des signatures compatibles avec une population stellaire très peu enrichie en éléments lourds, ce qu'on appelle une métallicité extrêmement basse, qui pourrait indiquer la présence d'étoiles de population 3 ou de leurs descendants immédiats. Certaines des galaxies observées à des redshifts supérieurs à 9 montrent des caractéristiques spectrales inhabituelles, notamment une émission intense dans certaines raies de l'hydrogène et de l'hélium
qui pourraient être des signatures d'étoiles primordiales, extrêmement chaudes et massives. Ce n'est pas encore une confirmation définitive, mais c'est un premier signe que la frontière de l'observation directe des premières étoiles est peut-être plus proche qu'on ne le pensait. Parmi les objets les plus extraordinaires que James Webb a observés se trouvent les galaxies naines de l'univers primitif. Ces petits objets, beaucoup moins massifs que nos grandes galaxies spirales actuelles, sont selon nos théories les briques fondamentales à partir desquelles les galaxies plus grandes se forment par fusion et accumulation. James Webb a observé des galaxies naines à des redshifts très élevés avec une résolution et une sensibilité sans précédent, et il a trouvé que leur structure interne, leur distribution d'étoiles, leur taux de formation stellaire sont parfois très différents de ce que les simulations prédisent. Certaines de ces galaxies primitives semblent avoir des sous-structures compactes, presque des amas stellaires denses, comme si la formation stellaire s'y produisait dans des modes radicalement différents de ceux que nous connaissons dans les galaxies actuelles. Ces amas stellaires compacts et intenses dans les premières galaxies ont une signification particulière. Ils pourraient être les précurseurs des amas globulaires, ces sphères denses de centaines de milliers à plusieurs millions d'étoiles très vieilles que l'on trouve aujourd'hui en grand nombre autour des grandes galaxies. La Voie lactée possède environ 150 amas globulaires connus. Ces amas sont parmi les structures les plus vieilles de l'univers, avec des âges de 10 à 13 milliards d'années, presque aussi vieux que l'univers lui-même. Ils ont longtemps été un mystère dans notre compréhension de la formation galactique. James Webb pourrait maintenant nous permettre d'observer leur formation en temps réel dans l'univers primitif, en voyant les prototypiques de ces amas se former dans les premières galaxies à des redshifts très élevés. La lumière que James Webb capte de ces galaxies lointaines est une lumière ancienne, la lumière la plus ancienne que nous ayons jamais vue. Quand nous regardons une galaxie à un redshift de 10, nous regardons une lumière qui a voyagé pendant 13 milliards, 300 millions d'années pour nous parvenir. La galaxie elle-même, telle qu'elle est aujourd'hui, si elle existe encore, est quelque part dans l'univers à une distance bien plus grande que sa distance lumineuse, parce que l'univers a continué à s'expandre pendant que la lumière voyageait. La distance lumineuse d'une galaxie à redshift 10 est d'environ 32 milliards d'années-lumière, ce qui est déjà bien plus grand que l'âge de l'univers en années-lumière et qui paraît paradoxal mais s'explique par le fait que l'espace lui-même s'est dilaté pendant le voyage de la lumière. Cette idée que la lumière que nous voyons est une fenêtre sur le passé est l'une des plus belles et des plus profondes de toute la cosmologie. Chaque fois que vous regardez le ciel nocturne, vous regardez dans le temps. La lumière de la Lune vous est parvenue en environ 1 seconde et demie. La lumière du Soleil a voyagé 8 minutes avant de vous toucher. La lumière de l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri, a mis 4,2 ans pour nous parvenir. La lumière de la nébuleuse d'Andromède, visible à l'œil nu dans le ciel nocturne comme une tache floue, a voyagé pendant 2,5 millions d'années. Certaines des étoiles que vous voyez dans le ciel nocturne ont cessé d'exister il y a des millénaires. Leur lumière voyage encore, mais l'étoile elle-même est morte. Vous regardez des fantômes de lumière, des messages de l'autrefois cosmique. Et James Webb, pointé vers les régions les plus lointaines du ciel observable, capte des lumières si anciennes qu'elles nous montrent un univers dans un état radicalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Un univers jeune, turbulent, créateur, dans lequel les premières structures complexes émergent du chaos primordial. C'est comme si vous pouviez regarder une photographie de vous à votre naissance et vous demander comment un tel ensemble de cellules a pu devenir ce que vous êtes maintenant. Les galaxies que James Webb observe sont, en quelque sorte, des bébés cosmiques. Et leur existence inattendument massive et précoce est comme si le bébé sur la photographie portait déjà les traits d'un adulte accompli. L'un des programmes d'observation les plus ambitieux de James Webb est le sondage JD, pour James Webb Advanced Deep Extragalactic Survey, une collaboration entre les équipes de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. JADES a consacré des centaines d'heures de temps de télescope à observer plusieurs fenêtres cosmiques profondes avec la plus haute sensibilité possible, combinant imagerie et spectroscopie pour créer un catalogue de galaxies lointaines d'une richesse sans précédent. Les données de JADS ont fourni des dizaines de mesures spectroscopiques confirmées de galaxies à des redshifts supérieurs à 8 et plusieurs à des redshifts supérieurs à 10 et 11. Parmi ces galaxies, certaines présentent des propriétés qui définissent nos attentes de façon subtile mais profonde. Par exemple,
Certaines galaxies de Jadès à des redshifts entre 7 et 9 montrent des raies d'émission indiquant la présence d'oxygène et de carbone ionisé. L'existence de ces éléments à de tels redshifts signifie que des générations d'étoiles ont déjà eu le temps de naître, de vivre et de mourir, dispersant leurs éléments synthétisés dans l'espace interstellaire, à une époque où l'univers n'avait que 500 à 700 millions d'années. Cela contraint fortement les modèles de formation stellaire, car ces cycles de naissance et de mort stellaire doivent avoir démarré très tôt et s'être produits très rapidement. Il faut du temps pour qu'une étoile massive se forme, vive et meure dans une supernova, puis pour que ses restes soient incorporés dans une nouvelle génération d'étoiles. Et pourtant ces cycles semblent s'être produits à une vitesse que nos modèles ont du mal à reproduire. Une autre révélation fascinante de James Webb concerne la présence de poussière dans ces galaxies primordiales. La poussière interstellaire est composée principalement de grains microscopiques de silicate et de carbone. Pour former de la poussière, il faut des éléments lourds, et pour avoir des éléments lourds, il faut que des étoiles aient vécu et soient tôt mortes. Les observations de James Webb ont détecté des signatures de poussière dans certaines galaxies à des redshifts très élevés, où on ne s'attendait pas à en trouver autant. La poussière absorbe la lumière ultraviolette et la réémet en infrarouge, et le fait que James Webb soit un observatoire infrarouge le rend particulièrement apte à détecter cette signature. La présence abondante de poussière dans ces galaxies jeunes est une autre indication que des cycles stellaires intensifs se sont produits dans l'univers primitif à une vitesse que nos modèles peinent à expliquer. Il convient également de mentionner les récents développements dans notre compréhension de la réionisation cosmique, une période de l'histoire de l'univers qui commence vers environ 150 millions d'années après le Big Bang et se termine vers 500 à 700 millions d'années. Pendant les âges sombres, le gaz intergalactique était principalement neutre, non ionisé. L'allumage des premières étoiles et des premiers quasars a progressivement ionisé ce gaz environnant, transformant l'hydrogène neutre en plasma de protons et d'électrons libres dans un processus appelé la réionisation de l'univers. La fin de la réionisation marque la transition entre un univers essentiellement opaque à la lumière ultraviolette et un univers transparent, un univers où la lumière des étoiles peut voyager librement sur de grandes distances sans être absorbée par le gaz intergalactique neutre. James Webb a apporté des contributions majeures à notre compréhension de la réionisation. En observant des galaxies et des quasars à des redshifts couvrant la période de réionisation et en analysant les caractéristiques de la lumière qui nous en parvient, les scientifiques peuvent mesurer la fraction du gaz intergalactique qui était encore neutre à différentes époques. Ces mesures aident à reconstituer la chronologie de la réionisation, à identifier les principales sources d'énergie qui l'ont conduite et à comprendre comment les premières galaxies ont transformé l'état physique de tout le gaz entre elles. Les données de James Webb suggèrent que la réionisation a peut-être été un processus plus hétérogène et complexe que nos modèles simples ne le suggéraient, avec certaines régions de l'univers se réionisant beaucoup plus tôt que d'autres en raison de la distribution clumpy, en grumeaux, des premières galaxies. Cette complexité de la réionisation pourrait expliquer en partie les discordances observées entre les simulations et les observations de James Webb. Si la réionisation s'est produite de façon plus hétérogène, avec certaines régions connaissant une formation stellaire intense très tôt, tandis que d'autres restaient sombres plus longtemps, alors la distribution statistique des galaxies massives dans l'univers primitif pourrait être différente de celle prédite par les simulations qui supposent une réionisation plus uniforme. Contemplons un instant l'extraordinaire voyage de la lumière qui nous permet ces observations. Une lumière émise par une petite galaxie dans l'univers primitif, 13 milliards d'années avant que vous ne soyez nés, voyageant à travers l'espace en expansion, traversant des vides intergalactiques si vastes que des milliers de galaxies auraient pu s'y former, s'étendant de fréquences ultraviolettes à des fréquences infrarouges à mesure que l'espace se dilate autour d'elle, enfin capturée par un miroir en beryllium, recouvert d'or suspendu dans le vide, à 1 500 000 km de la Terre, focalisé avec une précision de nanomètre, transformé en signal électronique, transmis à la Terre, analysé par des logiciels sophistiqués et interprété par des cerveaux humains qui, eux-mêmes, sont faits d'atomes forgés dans des étoiles mortes depuis des milliards d'années. Cette chaîne de connexion est si improbable et si magnifique qu'elle justifie à elle seule un sentiment de profonde gratitude pour le simple fait d'exister dans un univers suffisamment complexe pour se regarder lui-même.
là où les choses deviennent encore plus vertigineuses, et je vous invite à tenir fermement votre sens de l'émerveillement ici. C'est quand on considère la question de ce qu'il y a au-delà de l'univers observable. L'univers observable est défini par notre horizon cosmique, la sphère centrée sur nous, à partir de laquelle la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Cette sphère a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Mais l'univers total, celui qui existe au-delà de notre horizon, pourrait être beaucoup plus grand. Les mesures du fond diffus cosmologique, notamment les résultats du satellite Planck publiés entre 2013 et 2018, suggèrent que si l'univers est courbé, sa courbure est si proche de zéro que l'univers total devrait être au moins des centaines de fois plus grand que notre univers observable. Et certains modèles inflationnaires suggèrent qu'il est essentiellement infini. Un univers infini est une idée qui dépasse nos capacités d'intuition de façon spectaculaire. Si l'univers est vraiment infini, alors toutes les configurations possibles de matière doivent exister quelque part. Cela inclut en principe des régions de l'univers identiques à la nôtre, avec les mêmes galaxies, le même système solaire, la même Terre, et vous sur ce lit en train d'écouter ces mêmes mots. Dans un univers infini, non seulement votre double existe quelque part, mais il existe en nombre infini de copies, à des distances si vastes qu'aucune lumière, aucune information ne pourrait jamais voyager entre vous. Ces doubles sont réels au sens mathématique d'un univers infini, mais pratiquement inaccessibles, séparés de vous par des distances qui font que même le concept de communication est absurde. Ils sont aussi réels et aussi inaccessibles que les personnages d'un roman. Le physicien Max Tegmark a développé cette idée dans ce qu'il appelle la structure mathématique multivers, une hiérarchie de types de multivers de complexité croissante. Dans sa taxonomie, le multivers de niveau 1 est simplement l'espace infini au-delà de notre horizon cosmique, peuplé de régions identiques à la nôtre, par nécessité statistique dans l'infini. Le multivers de niveau 2 est constitué des bulles d'univers générées par l'inflation éternelle, chacune avec potentiellement des constantes physiques différentes. Le multivers de niveau 3 est le multivers de la mécanique quantique, où chaque mesure quantique génère une ramification de réalité parallèle selon l'interprétation des mondes multiples d'Everett. Et le multivers de niveau 4 est constitué de toutes les structures mathématiquement cohérentes, chacune ayant une réalité physique aussi concrète que la nôtre. Ces idées sont spéculatives, certaines diraient franchement métaphysiques plutôt que scientifiques au sens strict. Karl Popper, le philosophe des sciences, définissait une théorie scientifique par sa falsifiabilité, sa capacité à être contredite par une observation. Un multivers d'univers causalement déconnecté est difficile à falsifier, ce qui amène certains physiciens à le considérer comme hors du champ de la science strictement défini. Mais d'autres, comme Tegmark lui-même, font valoir que si les équations de la physique prédisent l'existence de ces structures, les rejeter par principe serait une forme d'anthropocentrisme cosmique injustifié. Après tout, nous avons souvent rejeté des idées scientifiques parce qu'elles semblaient trop étranges ou trop éloignées de notre expérience directe, et nous nous sommes souvent trompés dans ces rejets. Laissez votre esprit se reposer dans cet espace d'incertitude confortable. Il n'est pas nécessaire de résoudre ces questions ce soir, ni jamais. Il est simplement beau de les tenir, de les contempler, de les sentir tourner doucement dans votre conscience comme des planètes autour d'une étoile. L'incertitude n'est pas un problème à résoudre, c'est un espace à habiter. Et ce soir, vous habitez cet espace avec la légèreté de quelqu'un qui sait que les questions les plus profondes sont aussi les plus apaisantes quand on leur permet d'exister sans exiger de réponse immédiate. Revenons aux données concrètes de James Webb et à ce qu'elles impliquent plus précisément pour notre compréhension de la naissance de l'univers. Il y a un programme d'observation particulièrement ambitieux qu'il faut mentionner. Le programme JWST Cosmic Origin Survey a ciblé plusieurs champs profonds dans différentes régions du ciel, accumulant des heures d'exposition pour sonder les populations de galaxies à des redshifts extrêmes. Ces observations ont permis de construire ce que les astronomes appellent la fonction de luminosité des galaxies à différents redshifts, c'est-à-dire la distribution du nombre de galaxies en fonction de leur luminosité à chaque époque cosmique. Cette fonction est une mesure fondamentale qui encode les propriétés statistiques de la population de galaxies et permet de tester directement les prédictions des simulations cosmologiques. Ce que James Webb a trouvé est une abondance de galaxies lumineuses à des redshifts élevés qui dépassent les prédictions des simulations par un facteur substantiel. Les simulations prédisent que les galaxies très lumineuses, c'est-à-dire
celles ayant une luminosité dépassant certains seuils, devraient être extrêmement rares dans l'univers primitif. Mais James Webb en trouve bien plus que prévu. Cette abondance inattendue est l'une des grandes surprises observationnelles des premières années de la mission et a déclenché une vague de publications théoriques cherchant à l'expliquer. Plusieurs explications physiques ont été proposées. L'une d'elles invoque une formation stellaire plus efficace dans les premières galaxies. Peut-être parce que la rétroaction stellaire, les explosions de supernovas et les vents stellaires, qui normalement ralentissent la formation de nouvelles étoiles en soufflant le gaz disponible, étaient moins efficaces dans les galaxies primordiales en raison de leur environnement plus dense et plus confiné. Une autre explication fait appel à la présence de trous noirs supermassifs très actifs dans ces premières galaxies, dont le rayonnement pourrait contribuer significativement à leur luminosité totale, faisant paraître les galaxies plus lumineuses qu'elles ne le seraient si on ne comptait que la lumière des étoiles. Une troisième explication, plus radicale, suggère que la matière noire dans l'univers primitif se comportait différemment de ce que prédit le modèle lambda CDM, peut-être en raison d'auto-interactions entre particules de matière noire ou d'une nature fondamentalement différente de la matière noire froide standard. Chacune de ces explications a des implications testables que de futures observations de James Webb et d'autres télescopes pourront contraindre ou réfuter. C'est la beauté de la méthode scientifique en action. Une observation inattendue génère des hypothèses. Chaque hypothèse génère des prédictions, et de nouvelles observations testent ces prédictions. Le savoir s'accumule non pas en confirmant ce que nous savions déjà, mais en étant surpris par ce que nous ne savions pas et en cherchant à comprendre la surprise. Et dans les surprises de James Webb, nous sommes en train d'assister à un moment de cette méthode en action à une échelle particulièrement grandiose. Il est maintenant temps de parler de ce que les scientifiques appellent la cosmologie des ondes gravitationnelles et de son intersection avec les questions soulevées par James Webb. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans la structure de l'espace-temps, prédites par Einstein en 1916 et directement détectées pour la première fois en septembre 2015 par le détecteur LIGO, une découverte qui valut le prix Nobel de physique en 2017 à Kip Thorne, Barry Barish et Rainer Weiss. Ces ondes sont générées par des événements cataclysmiques, des fusions de trous noirs, des fusions d'étoiles à neutrons, voire des processus dans l'univers primitif. Elles traversent l'espace à la vitesse de la lumière et déforment l'espace-temps en les faisant passer, mais de façon si infime qu'il faut des détecteurs d'une précision phénoménale pour les observer. LIGO et son équivalent européen Virgo, ainsi que le futur détecteur LISA prévu dans l'espace, peuvent détecter les ondes gravitationnelles dans une certaine gamme de fréquences. Mais il existe également un fond gravitationnel stochastique, un bruit de fond d'ondes gravitationnelles émises par d'innombrables sources à travers l'histoire cosmique, qui pourrait contenir des informations précieuses sur les processus dans l'univers primordial, bien avant les premières galaxies. En 2023, la collaboration des réseaux de chronométrie de pulsars, notamment les collaborations nanograves en Amérique du Nord, EPTA en Europe, PPTA en Australie et INPTA en Inde, ont annoncé conjointement la détection probable de ce fond gravitationnel stochastique. Cette détection, si elle est confirmée et caractérisée avec précision, ouvrira une fenêtre entièrement nouvelle sur l'univers primitif, complémentaire aux observations électromagnétiques de James Webb. Si l'on combine les observations de James Webb sur les galaxies primordiales avec les futures données du fond gravitationnel stochastique, il devient théoriquement possible de contraindre les modèles de l'univers primitif d'une façon qui était impensable il y a encore 10 ans. Les ondes gravitationnelles du fond stochastique pourraient emporter les empreintes de transition de phase dans l'univers primitif, de la production d'inhomogénéité primordiale par l'inflation, ou même de processus pré-Big Bang dans certains modèles théoriques. En combinant cette information avec les propriétés des premières galaxies observées par James Webb, les cosmologistes pourront construire une image beaucoup plus complète et contrainte de l'histoire cosmique depuis ses tout premiers instants. C'est une époque extraordinaire pour la cosmologie. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité n'avons-nous eu accès à autant d'informations sur l'univers primitif, et jamais auparavant les discordances entre théorie et observation n'ont été aussi clairement identifiées et aussi ouvertement discutées. Il y a quelque chose d'admirable dans la façon dont la communauté scientifique accueille ces discordances, non pas avec gêne ou résistance, mais avec excitement et curiosité. Parce que dans la science, une discordance entre théorie et observation
est une invitation. C'est l'univers qui vous tend la main et vous dit « Il y a quelque chose de plus que ce que vous avez compris jusqu'ici ». Et cet appel vers plus de compréhension est irrésistible pour une communauté dont le moteur profond est la curiosité. La question de la conscience et de notre place dans cet univers vaste et mystérieux mérite également d'être abordée dans ce voyage. Car James Webb n'est pas seulement un instrument d'astronomie. Il est la preuve matérielle d'une capacité humaine extraordinaire, la capacité de se projeter au-delà des limites immédiates de nos sens, de construire des extensions de notre perception qui nous permettent d'accéder à des réalités que notre biologie ne nous permettrait jamais d'atteindre directement. Nos yeux ne peuvent voir qu'une infime fraction du spectre électromagnétique. Nos oreilles ne peuvent entendre qu'une gamme très étroite de fréquences sonores. Nos corps ne peuvent survivre qu'à des températures et des pressions étroitement limitées. Et pourtant, avec notre intelligence, nous avons construit des instruments capables de voir la lumière infrarouge, d'entendre les ondes gravitationnelles, de résister à des températures à quelques degrés du zéro absolu. Nous avons construit des extensions de nous-mêmes qui nous permettent d'habiter, perceptivement du moins, des espaces et des temps que notre biologie seule n'aurait jamais pu atteindre. La conscience humaine est peut-être la chose la plus mystérieuse et la plus précieuse de tout ce que l'univers a produit jusqu'ici. Non pas parce que nous sommes au centre de quoi que ce soit, car l'astronomie copernicienne nous a définitivement libérés de cette illusion, mais parce que la conscience est ce par quoi l'univers se regarde lui-même, se comprend lui-même, se contemple lui-même. Quand vous regardez le ciel nocturne et ressentez de l'émerveillement, l'univers ressent de l'émerveillement à travers vous. Quand des scientifiques analysent les données de James Webb et découvrent quelque chose d'inattendu, l'univers se surprend lui-même. Il y a dans cette idée une réconciliation profonde entre la petitesse de notre existence individuelle et la grandeur de notre participation à quelque chose d'infiniment plus vaste. La philosophe américaine Rebecca Goldstein a un jour écrit que l'univers semble conçu non pas pour rendre la vie possible, mais pour rendre la connaissance possible. C'est peut-être une façon de dire que la complexité de l'univers, depuis les lois de la physique qui permettent la formation des atomes, jusqu'à la chimie qui permet les molécules organiques, jusqu'à la biologie qui permet la conscience, suit une logique profonde dont nous ne sommes peut-être que l'expression la plus récente et la plus sophistiquée, mais pas nécessairement la dernière, ni la plus haute. Il y a quelques années, le biologiste évolutionniste Richard Dawkins a proposé l'image des gènes comme entités dont les corps sont les véhicules. C'est une métaphore controversée mais stimulante. La cosmologie nous offre une métaphore analogue. Les atomes, forgés dans les étoiles, assemblés par la chimie en molécules, organisés par la biologie en êtres vivants, complexifiés par l'évolution en cerveau conscient, sont peut-être simplement les véhicules par lesquels l'univers se regarde, se comprend et, dans ses moments les plus sublimes, s'émerveille de lui-même. Dans cette vision, vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous en êtes une expression locale et temporaire, mais non moins réelle et non moins précieuse pour cela. Votre existence, si brève à l'échelle cosmique, si insignifiante en termes de masse et d'énergie par rapport à l'immensité de l'univers, a cependant quelque chose d'unique et d'irremplaçable. La configuration particulière de vos atomes, la façon particulière dont votre cerveau traite l'information, la façon particulière dont vous ressentez l'émerveillement ce soir en écoutant ces mots, tout cela est une combinaison qui n'a jamais existé avant vous et qui n'existera plus jamais après vous. Vous êtes la façon dont l'univers a choisi d'être vous, ce soir, en ce moment précis. Et c'est assez, c'est plus qu'assez, c'est infiniment précieux. Permettez-moi de vous guider maintenant vers une réflexion sur la lumière elle-même, ce phénomène si familier et pourtant si profondément mystérieux que les physiciens les plus brillants de l'histoire n'ont jamais tout à fait résolu tous ces mystères. La lumière voyage à environ 300 000 km par seconde dans le vide. C'est une vitesse si grande que si vous pouviez la maintenir en ligne droite, vous feriez 7 fois le tour de la Terre en une seule seconde. C'est la vitesse limite de l'univers, selon la relativité restreinte d'Einstein. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide, non pas à cause d'une limitation technique que la technologie future pourrait surmonter, mais parce que la structure de l'espace-temps elle-même interdit des vitesses supérieures à la lumière pour tout objet ayant une masse. Plus un objet se rapproche de la vitesse de la lumière, plus il lui faut d'énergie pour accélérer, et une énergie infinie serait nécessaire pour atteindre exactement la vitesse de la lumière. Cette limite est absolue.
Mais la lumière elle-même a une double nature qui est l'une des révélations les plus profondes de la physique moderne. Elle est à la fois une onde et une particule. Dans certains contextes, la lumière se comporte comme une onde électromagnétique, interférant avec elle-même dans une expérience à double fente, se diffractant autour des obstacles, polarisant. Dans d'autres contextes, elle se comporte comme un flux de particules discrètes, les photons, capables de libérer des électrons d'une surface métallique dans l'effet photoélectrique qu'Einstein expliqua en 1905, lui valant le prix Nobel en 1921. Cette dualité onde-particule n'est pas une incohérence de la nature. C'est une propriété fondamentale du monde quantique, un monde où les entités ne sont pas strictement des ondes, ni strictement des particules, mais quelque chose de fondamentalement différent des deux. Quelque chose qui exhibe des propriétés d'ondes ou de particules selon le contexte de l'observation. La mécanique quantique, la théorie physique qui décrit le comportement du monde à l'échelle des atomes et des particules subatomiques, est la théorie scientifique la plus précisément vérifiée de toute l'histoire de la physique. Ces prédictions s'accordent avec les observations à des degrés de précision de 10 parties par milliard dans certains cas. Et pourtant, son interprétation, ce qu'elle signifie pour notre compréhension de la réalité, est encore débattue après un siècle. Est-ce que la fonction d'onde qui décrit l'état d'un système quantique représente la réalité objective du système, ou seulement notre connaissance de ce système? Quand une mesure est effectuée et que la fonction d'onde s'effondre en une valeur définie, cela représente-t-il un changement dans la réalité physique, ou simplement une mise à jour de notre information? Ces questions sont au cœur de ce que les physiciens appellent le problème de la mesure en mécanique quantique, et elles n'ont pas reçu de réponse satisfaisante universellement acceptée. Ce qui est peut-être le plus troublant dans la mécanique quantique, c'est le phénomène de l'intrication quantique. Deux particules peuvent être mises dans un état intriqué, tel que la mesure d'une propriété d'une particule détermine instantanément la propriété correspondante de l'autre particule, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein appelait cela l'action fantôme à distance, et s'en méfiait profondément, pensant que cela indiquait que la mécanique quantique était incomplète. En 1964, le physicien John Bell dériva une inégalité mathématique qui permettait de tester expérimentalement si cette corrélation à distance pouvait être expliquée par des variables cachées, locales ou non. Les expériences d'Alain Aspect en France dans les années 80 et de nombreuses expériences ultérieures encore plus sophistiquées ont montré que les inégalités de Bell sont violées, confirmant que l'intrication quantique est réelle et ne peut pas être expliquée par des variables locales cachées. L'univers est fondamentalement non local à l'échelle quantique. Ce que cela signifie pour notre compréhension de la réalité est encore l'objet de débats profonds. Mais voici une pensée pour laquelle je vous invite à garder un espace ce soir. Vous, les étoiles que vous regardez dans le ciel, les atomes de la Terre sous vos pieds, les photons anciens que James Webb capture aux confins du temps, tout cela partage une origine commune dans l'univers primitif, dans cet état de densité et de chaleur extrême qui existait il y a 13,8 milliards d'années. Nous avons tous été, en quelque sens, intriqués à cet instant originel. Et bien que les interactions quotidiennes aient largement décohéré ces états quantiques primordiaux, il reste dans l'idée une poésie profonde. La séparation entre vous et l'étoile la plus lointaine est réelle, mais elle a aussi une limite dans cette origine commune. Vous faites partie du même univers, de la même histoire, du même voyage cosmique. Cette nuit, pendant que vous écoutez, votre corps accomplit sans effort et sans bruit ces millions de processus biochimiques complexes. Votre cœur bat avec la régularité d'un métronome cosmique. Vos neurones échangent des signaux électrochimiques à des vitesses remarquables. Vos cellules transforment l'oxygène et le glucose en énergie avec une efficacité que les meilleurs ingénieurs humains n'ont jamais pu reproduire. Tout cela se produit sans votre intervention consciente, dans un ballet biologique d'une sophistication extraordinaire dont vous n'avez même pas à vous préoccuper. Et cette nuit, ce même corps qui accomplit tout cela va faire quelque chose d'aussi remarquable. Il va se laisser aller au sommeil. Le sommeil est lui-même l'un des phénomènes biologiques les plus fascinants et les moins bien compris. Pourquoi dormons-nous? La question paraît simple, mais la réponse est complexe et encore partiellement mystérieuse. Ce que nous savons, c'est que le sommeil est universel chez les animaux qui ont un système nerveux suffisamment développé. Les mouches dorment, les poissons dorment, les dauphins dorment, en faisant dormir un hémisphère cérébral à la fois pour pouvoir continuer à nager et à surveiller les prédateurs.
Les oiseaux migrateurs réduisent leur besoin de sommeil pendant les longues périodes de migration, mais ne l'éliminent jamais totalement. Le sommeil est si fondamental que les organismes évolutifs ont maintenu ce comportement, malgré le fait qu'il les rend temporairement vulnérables aux prédateurs. Il doit donc avoir des bénéfices très importants pour que la sélection naturelle l'ait préservé. Et en effet, le sommeil a de nombreuses fonctions essentielles. Pendant le sommeil, le cerveau consolide les souvenirs, intégrant les informations apprises pendant la journée, dans la mémoire à long terme. Des études ont montré que le sommeil joue un rôle crucial dans la créativité et la résolution de problèmes, permettant aux réseaux cérébraux de trouver des connexions non évidentes entre des idées. Le sommeil régule également le métabolisme, le système immunitaire et la production d'hormones. Il permet au cerveau d'éliminer des déchets métaboliques, notamment les protéines bêta-amyloïdes associées à la maladie d'Alzheimer, grâce à un système de drainage cérébral appelé le système glymphatique découvert relativement récemment par Maiken Nedergaard et ses collègues. Il répare les dommages cellulaires accumulés pendant la journée. Il régule les émotions en consolidant les souvenirs émotionnels et en modulant la réactivité de l'amygdale aux stimuli émotionnels. En ce sens, le sommeil n'est pas simplement une pause dans votre vie. C'est une activité biologique essentielle, un travail que votre cerveau et votre corps font activement pour vous maintenir en santé, en équilibre, en créativité. Quand vous vous endormez ce soir après ce voyage dans les profondeurs du cosmos, votre cerveau va commencer à travailler, à tisser les informations que vous avez absorbées, à les intégrer dans le vaste réseau de votre mémoire et de votre compréhension du monde. Vous n'avez rien à faire. Laissez simplement ce processus se dérouler. Il sait exactement ce qu'il fait. Il a été perfectionné par des centaines de millions d'années d'évolution. Les rêves, ces productions nocturnes de votre cerveau endormi, ont fasciné l'humanité depuis les débuts de la conscience. Les neurosciences modernes ont commencé à percer certains de leurs mystères. Pendant le sommeil REM, abréviation de Rapid Eye Movement en anglais, ou le sommeil paradoxal en français, le cerveau est aussi actif que pendant l'éveil, parfois plus. Les neurones du cortex visuel, du cortex préfrontal, du système limbique, tous s'activent dans des patterns complexes que nous vivons comme des récits visuels, émotionnels et narratifs. Les rêves sembleraient jouer un rôle dans la consolidation émotionnelle des souvenirs, peut-être en permettant de revivre des événements dans un contexte neurochimique différent, avec une concentration réduite de noradrénaline, ce qui permet de traiter des expériences émotionnellement chargées avec moins de détresse. Et ce soir, peut-être que dans vos rêves, les galaxies primordiales de James Webb continueront leur danse. Peut-être que votre cerveau endormi tissera des récits cosmiques à partir des images que ces mots ont créées. Peut-être que dans les profondeurs de votre sommeil, quelque chose de l'univers primordial persistera, transformé par la magie du rêve en quelque chose de personnel, de précieux, de profondément vôtre. Il y a encore tant de choses à dire sur ce que James Webb a révélé et continue de révéler sur l'univers. Il faudrait parler de ces observations spectaculaires du système solaire, des atmosphères des exoplanètes voisines, des pouponnières d'étoiles comme la nébuleuse de la Reine de Carina, où on peut voir des proto-étoiles encore enveloppées dans leur cocon de gaz et de poussière. Il faudrait parler des images de la nébuleuse du Treillis et de la nébuleuse planétaire que James Webb a révélées dans des détails sans précédent, montrant la façon dont les étoiles meurent en éjectant leurs couches externes en des structures spectaculaires de gaz ionisé. Il faudrait parler des observations de Titan, la lune de Saturne avec son atmosphère épaisse et ses lacs de méthane liquide, un monde si similaire à la Terre primitive dans certains aspects qu'il représente un laboratoire naturel pour l'étude de la chimie prébiotique. Il faudrait parler des observations d'exoplanètes, des mondes qui orbitent autour d'étoiles, autres que notre Soleil. James Webb a déjà commencé à caractériser les atmosphères de certaines exoplanètes de taille terrestre, une capacité révolutionnaire que les télescopes précédents n'avaient pas. En analysant le spectre de la lumière qui passe à travers l'atmosphère d'une exoplanète quand elle passe devant son étoile, James Webb peut en principe détecter des molécules spécifiques dans cette atmosphère, de l'eau, du dioxyde de carbone, du méthane, et potentiellement des biomarqueurs, des molécules dont la présence en certaines concentrations serait difficile à expliquer sans l'existence de processus biologiques. Ce n'est pas encore une détection de vie extraterrestre, loin de là. Mais c'est le début de la capacité à poser la question de façon scientifiquement rigoureuse.
La question de la vie extraterrestre est l'une des plus profondes que l'humanité puisse se poser. Sommes-nous seuls dans l'univers? La réponse, quelle qu'elle soit, est vertigineuse. Si nous sommes seuls, si la vie n'a émergé que sur cette petite planète rocheuse autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie parmi des milliards dans un univers vaste, alors nous sommes quelque chose d'extraordinairement rare, peut-être unique. Et cette unicité crée une responsabilité et une valeur que nous avons du mal à mesurer pleinement. Si nous ne sommes pas seuls, si la vie est répandue dans l'univers, peut-être même la vie intelligente, peut-être même des civilisations technologiques avancées, alors l'univers est riche d'une façon que nous n'avons pas encore commencé à imaginer, et notre place dans ce réseau cosmique de vie est une question entièrement nouvelle. Le paradoxe de Fermi, nommé d'après le physicien Enrico Fermi qui en formula la question lors d'un déjeuner dans les années 50, pose la contradiction entre la forte probabilité a priori de l'existence de civilisations extraterrestres avancées dans notre galaxie et l'absence totale de preuves observationnelles de leur existence. Si des civilisations avancées existent, pourquoi ne les avons-nous pas encore détectées? Les réponses proposées à cette question sont presque aussi fascinantes que la question elle-même. Peut-être que la vie est très rare, que l'émergence de la vie à partir de la chimie est un événement si improbable qu'elle ne se produit que rarement dans une galaxie. Peut-être que la vie simple est commune, mais que la vie intelligente et technologique est rare. Peut-être que les civilisations avancées ont tendance à se détruire elles-mêmes ou à disparaître avant d'avoir le temps de se signaler. Peut-être qu'elles communiquent de façon que nous ne sommes pas encore capables de détecter. Ou peut-être, et c'est la réponse dite du zoo, qu'elles choisissent délibérément de ne pas interagir avec nous, de nous laisser nous développer sans interférence. James Webb n'a pas encore résolu le paradoxe de Fermi, et il ne le résoudra peut-être jamais directement. Mais il affine notre compréhension des conditions nécessaires à la vie telle que nous la connaissons, et il commence à inventorier les mondes qui pourraient les réunir. Les données de TRAPPIST-1, un système de 7 planètes de taille terrestre autour d'une étoile naine rouge à environ 40 années-lumière de nous, ont été particulièrement scrutées par James Webb. TRAPPIST-1e et TRAPPIST-1f sont dans la zone habitable de leur étoile, la région où l'eau liquide pourrait exister à la surface. James Webb a cherché des atmosphères autour de certaines de ces planètes et a fourni des résultats mitigés mais précieux. Pour certaines planètes, les mesures sont compatibles avec l'absence d'une atmosphère épaisse, ce qui serait décevant. Pour d'autres, les mesures sont encore en cours d'interprétation. Ce dossier est loin d'être fermé, et des observations supplémentaires avec James Webb au cours des prochaines années fourniront des contraintes de plus en plus fortes. Ce que James Webb a déjà confirmé est que l'eau, cette molécule si simple et si indispensable à la vie telle que nous la connaissons, est présente partout dans l'univers. Elle a été détectée dans des nuages moléculaires interstellaires, dans les disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles, dans les atmosphères de géantes gazeuses, dans les comètes de notre système solaire. L'eau n'est pas rare dans l'univers. Elle est la 3e molécule la plus abondante dans les régions moléculaires de notre galaxie, après l'hydrogène moléculaire et le monoxyde de carbone. Cette omniprésence de l'eau est une condition favorable, bien que non suffisante, à l'existence de la vie telle que nous la connaissons dans de nombreux endroits de l'univers. Votre corps lui-même est fait à 65% d'eau, l'eau qui coule dans vos veines, qui constitue vos cellules, qui permet les réactions biochimiques de votre métabolisme, est la même molécule qui a été détectée par James Webb dans des nuages interstellaires à des milliers d'années-lumière d'ici. Il n'y a pas de frontière entre vous et le cosmos à ce niveau moléculaire. Les molécules qui vous composent ont fait partie de l'océan, de la pluie, de la neige, des minéraux rocheux, des volcans, des comètes peut-être. Elles voyageront après vous, transformées, recyclées, jusqu'aux océans futurs, jusqu'aux planètes lointaines peut-être, jusqu'aux étoiles qui brilleront dans des millions d'années. Vous êtes un passage temporaire dans une circulation de matière et d'énergie qui est véritablement cosmique. Cette nuit, alors que vous vous dirigez vers le sommeil, portez avec vous cette conscience de votre appartenance à quelque chose d'infiniment plus grand. Non pas de façon écrasante ou anxieuse, mais de façon apaisante. Vous n'avez pas à comprendre tout ce que nous avons évoqué ce soir pour en ressentir la beauté. Vous n'avez pas à retenir tous les chiffres, tous les noms, tous les concepts. Ce voyage dans les profondeurs du cosmos était moins un cours à mémoriser qu'une expérience à ressentir. Une invitation à habiter, même brièvement, la perspective vertigineuse et magnifique de ce qu'est l'univers et de notre place en lui.
Les grandes questions que James Webb a soulevées sur l'âge réel de l'univers, sur la nature du Big Bang, sur les mécanismes de formation des premières galaxies, sur l'existence possible de structures précédant l'événement cosmologique que nous appelons notre origine. Ces questions s'inscrivent dans une longue tradition de remise en question que la science n'a cessé de produire depuis que des êtres conscients ont commencé à lever les yeux vers le ciel. Copernic a déplacé la Terre du centre de l'univers. Darwin a intégré l'humanité dans le flux continu de la vie évolutive. Einstein a montré que l'espace et le temps ne sont pas absolus, mais relatifs. Hubble a montré que notre galaxie n'est qu'une parmi des milliards. Chaque fois, la découverte semblait diminuer notre place dans le cosmos. Et pourtant, chaque fois, la compréhension accrue a enrichi notre sens de ce qu'est la réalité et de ce que signifie d'en faire partie. James Webb poursuit cette tradition, en révélant un univers primitif plus complexe, plus riche, plus massivement structuré que nos modèles ne le prévoyaient. Il nous invite à réviser non seulement nos équations, mais notre conception même de ce qu'est le commencement. Et dans cette invitation à reconsidérer le commencement, il y a peut-être une leçon profonde pour nos propres vies. Nos commencements personnels, nos origines familiales, culturelles, biologiques, ne nous définissent pas aussi rigidement que nous le pensons parfois. Comme les galaxies qui ont défié les prédictions de formation progressive, nous avons peut-être la capacité d'être plus que ce que notre histoire initiale semblait prédire. Je voudrais vous emmener maintenant dans une dernière réflexion, avant de vous laisser glisser vers le sommeil. Pensez à la lumière de la première étoile qui s'est allumée dans l'univers, quelque part entre 100 et 300 millions d'années après le Big Bang. Cette lumière a été émise, elle a voyagé dans l'espace. Pendant des milliards d'années, elle a traversé l'univers en expansion, s'étirant, se refroidissant, changeant de nature mais continuant son voyage. Une partie de cette lumière est probablement perdue à jamais au-delà de notre horizon cosmique. Une autre partie baigne encore l'espace interstellaire de notre galaxie. Et peut-être qu'un infime photon de cette lumière primordiale, voyageant depuis 13 milliards d'années, a été capté ce soir par un des miroirs d'or de James Webb, dans ce ballet de précision entre la physique de l'espace lointain et la technique humaine, et a contribué à un pixel d'une image que des scientifiques analyseront demain matin en buvant leur café. Il n'y a pas de plus belle image pour résumer ce que nous avons exploré ce soir. La lumière de la première étoile de l'univers, capturée par un instrument fait de mains humaines, analysée par des cerveaux qui sont eux-mêmes constitués d'atomes forgés dans d'autres étoiles. La boucle cosmique est complète. L'univers se regarde dans le regard de ceux qui l'observent. Alors voici où nous en sommes, à l'aube de la nuit et aux confins de la compréhension humaine. James Webb a trouvé dans l'univers primitif des galaxies que nos modèles peinent à expliquer. Il a révélé un univers plus complexe dans sa jeunesse que nous ne le supposions. Il a soulevé des questions profondes sur les premières centaines de millions d'années cosmiques, sur la nature des premières étoiles, sur l'origine des trous noirs supermassifs, sur les mécanismes de la rayonisation, sur l'efficacité de la formation stellaire dans les conditions primordiales. Et dans les interprétations les plus audacieuses, il a offert des données qui permettent de poser, avec un sérieux scientifique croissant, la question de ce qui pourrait avoir existé avant ou en dehors de ce que nous appelons notre Big Bang. Ces questions ne trouveront pas de réponse ce soir. Elles ne trouveront peut-être pas de réponse de votre vivant, ni du mien. Certaines pourraient attendre des siècles d'avancées technologiques et théoriques. Et d'autres pourraient se révéler fondamentalement indécidables, protégées par la structure même de l'espace-temps, qui limite notre accès aux informations au-delà de notre horizon cosmique. Mais elles existent. Ces questions sont là, vivantes, réelles, suspendues dans l'air de la science contemporaine comme des étoiles dans le ciel nocturne, lumineuses, nombreuses et suffisamment lointaines pour qu'on n'ait pas à les atteindre pour profiter de leur beauté. Et vous avez voyagé avec elles ce soir. Vous avez visité l'univers primitif, vous avez contemplé les premières galaxies, vous avez effleuré le mystère du Big Bang et de ce qui pourrait s'étendre au-delà ou avant lui. Vous avez pensé à la matière noire et à l'énergie sombre, ces entités invisibles qui constituent la plus grande partie de la réalité. Vous avez imaginé les premières étoiles s'allumant dans l'obscurité primordiale. Vous avez senti votre propre appartenance à cette histoire cosmique, non pas comme un spectateur extérieur, mais comme une partie intégrante du même tissu d'étoiles et d'atomes qui constitue tout ce qui existe. Ce voyage vous appartient maintenant. Ces images, ces idées, ces questions, elles sont dans votre mémoire, dans vos rêves potentiels,
dans la façon dont vous regarderez peut-être le ciel la prochaine fois que vous sortirez la nuit et lèverez les yeux. Le cosmos ne change pas parce que vous vous endormez. Il continue son expansion silencieuse, ses formations galactiques, ses explosions stellaires, ses voyages de photons anciens à travers des espaces inimaginables. Et pendant que tout cela se produit, vous dormez, vous récupérez, vous intégrez, vous rêvez peut-être, vous participez, à votre façon, à ce moment de l'univers qui est votre vie. Il n'y a rien que vous deviez faire maintenant. Il n'y a nulle part où vous deviez aller. Il n'y a aucune question à résoudre ce soir. Votre corps est exactement là où il doit être. Votre esprit a voyagé loin et est prêt à se reposer. Le sommeil arrive, doucement, comme la nuit arrive dans les paysages les plus calmes, progressivement, gentiment, sans forcer ni brusquer. Laissez vos pensées se ralentir maintenant. Si des idées continuent à flotter dans votre esprit, c'est bien. Laissez-les flotter, comme des photons voyageant à travers l'espace immense, libres, sans destination urgente, portant leur lumière douce dans l'obscurité confortable de votre nuit intérieure. Chaque respiration vous rapproche du repos. Chaque expiration emporte un peu plus de la tension du jour. Quelque part, à ce moment précis, James Webb est suspendu dans l'espace froid, ses miroirs dorés tournés vers une région du ciel que nous n'aurions jamais pensé à regarder il y a encore quelques décennies. Il recueille patiemment des photons anciens, il mesure des spectres, il accumule des données qui seront analysées par des scientifiques qui poseront des questions que nous n'avons pas encore pensé à poser. L'exploration continue. La curiosité ne s'endort pas. Mais vous pouvez dormir. Et c'est aussi une forme de participer à cette aventure, de vous recharger pour demain, de laisser votre cerveau faire son travail nocturne de consolidation et de création, de vous préparer à regarder à nouveau le ciel et à vous demander, avec toute la fraîcheur d'un esprit reposé, qu'est-ce qui se trouve là-haut, dans l'immensité silencieuse, au-delà de tout ce que nous savons déjà. Bonne nuit. Dormez dans l'émerveillement. Dormez dans la beauté. Dormez dans la conscience douce que vous êtes fait d'étoiles, que vous portez en vous l'histoire de l'univers, et que demain le soleil se lèvera à nouveau, comme il le fait depuis 4,5 milliards d'années, fidèle, lumineux et plein de promesses.